Même si les ados sont souvent vus comme des fauteurs de troubles, dans la majorité des cas, ça se limite à claquer la porte ou à filer en douce la nuit. Mais certains jeunes sont allés beaucoup plus loin. Ils ont franchi des limites que personne n'imaginait, commettant des actes terribles. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir les 15 adolescents les plus dangereux et comment ils ont réagi face à la réalité d'une vie derrière les barreaux. Numéro 1. Damon Kemp. Damon Kemp, 19 ans, a été accusé d'avoir ôté la vie à plusieurs de ses camarades. Il a été incarcéré, sans aucun espoir de libération. Lors de son audience pour la fixation de la caution, sa réaction a glacé la salle. Les proches des victimes étaient bouleversés, l'atmosphère dans le tribunal était lourde, pesante. Les larmes coulaient sur les visages des amis et des familles, tous profondément touchés par cette tragédie. Nerissa Carter, assise au premier rang, n'a pas pu retenir ses émotions. Son fils, Trey Ingram, également âgé de 19 ans, avait été tué de façon atroce. Son chagrin devint si insupportable qu'elle dut quitter la salle pendant quelques instants, une réaction que n'importe quelle mère endeuillée peut comprendre. Mais ce sont surtout les gestes de Kemp dans la salle qui ont inquiété tout le monde. Quand le juge a commencé à énoncer les chefs d'accusation, Kemp s'est mis à crier, invoquant des forces supérieures. Son comportement, troublant, a encore assombri un dossier déjà incompréhensible. Le juge a refusé sa mise en liberté sous caution, considérant qu'il existait des motifs raisonnables pour son arrestation. Alors que les proches de Trey pleuraient, ceux de Kemp criaient à l'injustice. Il a fallu les escorter hors du tribunal. D'après les faits rapportés, Damon Kemp aurait été impliqué dans une intrusion à domicile armé. Le mobile exact du tir n'a jamais été révélé, laissant 2 familles détruites sans réponse face à la perte de leurs êtres chers. Numéro 2. Jacob Morgan. Jacob Morgan, un adolescent autiste de 17 ans, n'a pas pu retenir ses sanglots lorsqu'il a été condamné à 15 ans de prison pour des événements tragiques survenus en mars de l'année 2015. Il avait avoué avoir allumé un incendie qui a causé la mort de son demi-frère Joshua, âgé de 14 mois. Pendant toute la durée du procès, sa famille l'a soutenu, affirmant qu'il n'était pas coupable. Sa mère, Julie Dover, a pris sa défense dans la salle d'audience, une démonstration d'amour maternel poignante. Les parents ont expliqué que leur fils avait tenté de retourner dans la maison en flammes pour sauver Joshua, mais que des voisins inquiets l'en avaient empêché. Selon eux, Jacob, qui souffre de troubles du développement et a des difficultés avec la lecture et l'écriture, aurait avoué sous pression au cours d'un interrogatoire de 5 heures, sans enregistrement. Il aurait raconté plusieurs versions des faits. D'abord, qu'il avait accidentellement lancé un coussin près d'un radiateur, puis qu'il l'avait intentionnellement enflammé avant de le jeter en l'air. Les enquêteurs ont trouvé des preuves de 2 foyers distincts, un dans le salon, l'autre sur une couverture, dans la chambre de Joshua. Le bébé y dormait au moment des faits. Les procureurs ont également évoqué l'intérêt étrange de Jacob pour le feu. Il aurait allumé un autre incendie sur le même terrain, à peine 2 semaines plus tôt. Lors de ses déclarations à la police, il a avoué aimer les bougies chauffe-plat et montré une fascination pour les flammes. Numéro 3. Philip Chisholm. En octobre de l'année 2013, un événement aussi choquant qu'incompréhensible a bouleversé la ville de Danvers, dans le Massachusetts. Philip Chisholm, élève de 3e au lycée Danvers High, âgé de seulement 14 ans, a commis un acte effroyable qui a laissé toute la communauté sous le choc. Ce jour-là, sa professeure de mathématiques, Colleen Ritzer, âgée de 24 ans, lui avait simplement demandé de rester après les cours. Elle était connue pour sa gentillesse et son dévouement envers ses élèves. Elle ignorait que Chisholm avait déjà mis en place un plan terrible. À la fin de la journée, il l'a suivi jusqu'aux toilettes du lycée, où il l'a attaqué de manière sauvage, lui ôtant la vie. Le lendemain matin, la police a arrêté Chisholm. Il avait encore le sang de Colleen sur les mains, sans même avoir tenté de se nettoyer. Cette preuve accablante a rapidement scellé sa culpabilité aux yeux des enquêteurs. Le procès qui a suivi a mené à une condamnation lourde de conséquences. Philip Chisholm a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Dans la salle d'audience, l'émotion était palpable. Chisholm semblait sous le choc, incapable de prononcer un mot. Le père de la victime, Tom Ritzer, a pris la parole, exprimant sa douleur et sa honte de n'avoir pas pu protéger sa fille. Il se souvenait l'avoir cherchée au lycée, être passé sans le savoir tout près de son corps, dans les bois, et du sentiment atroce de ne rien pouvoir changer. Numéro 4. Roxana Sakorsky. Roxana Sakorsky, âgée de 15 ans au moment des faits, a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir planifié le meurtre de sa propre famille. Ce drame glaçant s'est déroulé en octobre de l'année 2014, lorsqu'elle a tenté d'attaquer sa sœur pendant son sommeil. Dans la salle d'audience, l'ambiance était tendue, d'autant plus que ses parents, les cibles initiales de son plan, ont plaidé pour la clémence.
Tout au long du procès, la famille de Roxana l'a soutenue, la présentant comme une jeune fille brisée, marquée par un passé extrêmement douloureux. On a appris qu'elle avait été adoptée en Pologne et qu'elle avait subi de lourds traumatismes avant de tomber sous l'influence de son petit ami manipulateur âgé de 23 ans. La validité de ses aveux a été remise en question. Ils ont finalement été rejetés. On doutait aussi qu'elle ait compris les conséquences de son plaidoyer de culpabilité. Sa mère s'est dite préoccupée par le fait que Roxana n'avait peut-être pas bien saisi la nature de l'accord avec la justice, ni les véritables intentions de son avocat commis d'office. Un avocat engagé par la famille avait prévu de faire appel, estimant que l'affaire pourrait devenir un cas test pour contester la décision de l'État du Michigan de juger certains mineurs comme des adultes. Lorsqu'elle a entendu la sentence, Roxana a fondu en larmes. Puis elle a exprimé des regrets sincères pour ses actes. La défense a continué à soutenir que les dommages psychologiques issus de son passé en orphelinat et de sa famille biologique, associés à des influences extérieures, avaient contribué à ce dérapage tragique. Numéro 6. Jalil Smith Riley. En 2003, Jalil Smith Riley a tué une jeune femme et blessé grièvement son compagnon. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les familles impliquées dans l'affaire ont eu des réactions partagées. Pour certaines, ce verdict tant attendu arrivait trop tard et ne suffisait pas à réparer le mal causé. La séance de jugement a été particulièrement mouvementée, à tel point que Smith Riley s'est effondré à un moment donné. Malgré ses tentatives de revenir sur son aveu de culpabilité et d'échapper à la peine maximale, le juge Charles Q. Becky a rejeté sa demande et a confirmé la peine la plus sévère possible. Du côté de la défense, la famille de Smith Riley demandait une peine plus légère, mettant en avant son absence de casier judiciaire avant cette nuit-là et croyant en sa capacité à se réinsérer. Mais les familles des victimes, Portia Brooks et Aaron Martin, ont supplié le tribunal de ne rien lâcher. La mère de Portia a déclaré qu'elle était convaincue que Smith Riley avait bien tué sa fille et qu'il était temps, enfin, de chercher la paix. Elle a reconnu que le chemin serait long, mais elle voulait l'affronter, pour sa fille et avec le soutien de sa famille. Lors de l'audience, l'avocat de Smith Riley a expliqué qu'en toute sa carrière, il n'avait jamais vu un client tenter de revenir sur un aveu de culpabilité. Il lui avait d'ailleurs fortement déconseillé de le faire, compte tenu de la gravité de l'affaire. À la fin, la famille a quitté la salle avec des sentiments partagés. Mais pour les proches des victimes, cette peine était un pas essentiel vers un début de reconstruction. Numéro 7. Jennifer Mee. Jennifer Mee, connue sous le surnom de la fille au hockey, a été reconnue coupable du meurtre d'un homme de 22 ans, dans une scène d'audience tendue et bouleversante. La peine était lourde. Prison à vie, sans possibilité de libération. Dès que le verdict est tombé, elle s'est effondrée en larmes. Des membres des deux familles ont quitté la salle en sanglotant, incapables de contenir leur tristesse. Sa mère, visiblement secouée, n'a pas assisté à l'instant précis de l'annonce. Mais en entrant ensuite, elle a vu sa fille effondrée. Selon elle, Jennifer n'aurait jamais utilisé l'arme. Pourtant, le jury l'a tout de même déclarée coupable de meurtre au premier degré. Le ministère public a affirmé qu'elle avait planifié le crime et même incité d'autres personnes à participer à un braquage raté. Jennifer espérait une qualification moins grave, mais s'est retrouvée condamnée à vie. La mère de la victime a pris la parole face aux médias. Elle a répété que rien ne ramènerait jamais son fils, quoi qu'il arrive. Elle souhaitait que l'attention se concentre sur la mémoire de celui qui a perdu la vie. Elle a parlé d'un parcours long et éprouvant vers la justice, remerciant les autorités pour leur soutien. En quittant le tribunal, la douleur de la mère de Jennifer était visible. Entourée par des membres de la famille, elle a refusé de répondre aux journalistes. Son avocat, maître John Trevina, n'a pas fait de déclaration non plus. Le poids de cette condamnation, vivre toute une vie derrière les barreaux, sans espoir de sortie, planait sur Jennifer dès les premières minutes du procès. Pour certains, le verdict a apporté une forme de clôture. Pour d'autres, il a ravivé de profondes blessures. Numéro 8. Shondell Jackson. Nathan Potter, âgé de 21 ans, a été tué par balle lors d'une tentative de braquage. L'auteur du tir, Shondell Jackson, avait agi avec un complice, Derek J. Thomas. Ce qui rend l'histoire encore plus tragique, c'est que Nathan n'avait même pas d'argent sur lui. Jackson a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La défense a tenté de plaider sa jeunesse et un manque de maîtrise de ses impulsions, mais l'émotion dans la salle d'audience a vite éclipsé cet argument. Pendant l'audience, les proches de Jackson se sont moqués de la famille Potter depuis le fond de la salle, leur criant des insultes et ajoutant à leur douleur. L'ambiance est devenue explosive. Le traumatisme vécu par la famille Potter était évident.
Sarah, la sœur cadette de Nathan, âgée de 13 ans, a exprimé sa peur en pensant que quelqu'un voulait s'en prendre à ses parents. En larmes, elle a parlé de son frère comme d'un jeune homme tendre et attentionné, et de toutes ses nuits sans sommeil depuis sa disparition. Numéro 9. David Myers. David Myers, un jeune homme de Buffalo âgé de 19 ans, a été conduit devant le juge Christopher Burns. Vêtu d'une combinaison orange et menotté à la taille, il a reconnu les faits les plus graves. Incendie volontaire au second degré ayant coûté la vie à Brian Dominic, 52 ans. Myers a collaboré avec les enquêteurs et livré une confession complète. Devant le tribunal, il a pris la parole pour reconnaître sa responsabilité. Il a exprimé ses remords, déclarant qu'il donnerait tout pour revenir en arrière, même s'il savait que c'était impossible. Pendant l'instruction, on a appris que Myers et Dominic s'étaient disputés juste avant le drame. Le mobile du crime a commencé à se dessiner, donnant un aperçu des tensions ayant conduit à cette tragédie. À la fin du procès, la gravité des faits a pris tout son sens. Le juge a prononcé la sentence. Prison à vie avec un minimum de 20 ans incompressible. Lorsqu'il s'est adressé au juge, Myers était profondément bouleversé. Il semblait enfin mesurer l'ampleur de ses actes et les conséquences terribles qu'il allait devoir porter. La communauté, elle, reste abasourdie par la violence insensée de cette affaire. Le verdict a apporté un semblant de justice, mais les traces de cette perte resteront gravées pour longtemps. Numéro 10. Hayden von Grebo. Hayden von Grebo, un adolescent de 15 ans, a tué Michaela Grody en la poignardant dans l'appartement qu'elle partageait avec sa famille, en novembre de l'année 2017. Ce drame a secoué tout le quartier, plongeant les habitants dans l'incompréhension et la quête de justice. Les autorités ont arrêté Hayden seulement quelques heures après les faits. Plusieurs témoins l'ont clairement identifié comme l'agresseur, le plaçant sur les lieux du crime. Consciente de la gravité de la situation, la procureure a agi rapidement et a demandé que von Grebo soit jugé comme un adulte. Le juge a donné son accord, déclenchant ainsi une bataille judiciaire à très haut risque. Son avenir allait se jouer sur plusieurs chefs d'accusation, tous extrêmement lourds. Finalement, la sentence est tombée. Prison à perpétuité. Mais la stratégie de la défense a pris un tournant inattendu. Les avocats ont tenté une approche originale et controversée en rejetant la faute sur l'Accutane. Ce traitement puissant contre l'acné est connu pour ses effets secondaires psychologiques. Depuis des années, certains le relient à la dépression, à l'agressivité, voire à des troubles graves du comportement. La défense a donc tenté d'argumenter que le médicament avait pu altérer le jugement d'Hayden. Mais cette tentative n'a pas convaincu la cour. Pendant tout le procès, von Grebo a montré peu, voire pas de remords. Il semblait plus effrayé par la sentence qu'il attendait que réellement bouleversé par la vie qu'il avait prise. Numéro 11. Gavin Ramsey. En avril de l'année 2018, à Wadsworth dans l'Ohio, Howard Leisure s'est rendu chez sa tante âgée de 98 ans, Margaret Douglas. Elle ne répondait plus et il espérait trouver un indice. En ouvrant un placard à la recherche d'une paire de chaussures qu'elle aimait porter, il a senti un frisson lui parcourir l'échine. À l'intérieur, il a découvert son corps sans vie, lié à une chaussure. Quelques mois plus tard, en janvier de l'année 2019, Gavin Ramsey a été reconnu coupable de l'avoir étranglé. Ce crime sordide allait à jamais marquer ce quartier habituellement paisible. Le tribunal a reconnu la gravité des faits et a condamné Ramsey à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsqu'il a entendu sa sentence, il a retenu ses larmes, mordant sa mâchoire de nervosité. La famille Douglas a accepté de participer publiquement au procès, espérant attirer l'attention sur une loi en discussion à l'époque. Ils voulaient en faire évoluer la législation pour interdire les peines de prison à vie sans possibilité de libération pour les mineurs ayant commis des crimes graves. Malheureusement, la réforme n'a pas été adoptée. Le chef de la police de Wadsworth, Randy Rinke, a décrit ce crime comme le plus atroce qu'il ait vu en 28 ans de carrière. Il disait ne pas comprendre ce qui avait pu pousser un jeune homme à commettre une telle horreur, évoquant une noirceur mystérieuse qui semblait avoir pris possession de son esprit. Au tribunal, la mère de Gavin, Christine, a parlé des troubles psychologiques de son fils, des années de thérapie, des médicaments, des efforts pour le sauver. On a découvert que Gavin avait rédigé des notes alarmantes dans un carnet, des objectifs macabres. Pour sa mère, Margaret n'aurait été que le début. Un simple échauffement avant d'éventuelles autres victimes. Numéro 12. Racelyn Martin. Racelyn Martin, âgée de 17 ans, s'est présentée devant le juge James Ammons, à la Cour supérieure du comté de Cumberland, pour répondre d'un crime qui a horrifié toute la ville. Le meurtre de son propre grand-père, Joseph Emmett Nalty. Il l'avait tué à coups de hache. Martin a reconnu l'entière responsabilité de ses actes et a plaidé coupable de meurtre au premier degré.
Bien qu'il fût mineur au moment des faits, les procureurs ont décidé de le faire juger comme un adulte, en raison de la gravité du crime. Le juge, face à la violence de l'affaire, avait le pouvoir de prononcer une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Mais prenant en compte l'âge de Raslin au moment du meurtre, il a opté pour une peine assortie d'une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Pendant la séance de condamnation, Martin, menotté et effondré, s'est mis à pleurer quand les procureurs ont lu à voix haute la liste des blessures infligées à son grand-père. Le tribunal était saisi de stupeur. Martin tremblait, tentant de boire une gorgée d'eau, sans parvenir à se calmer. La défense a dressé le portrait d'un adolescent abandonné et instable, livré à lui-même dès son plus jeune âge. Ses parents, selon les avocats, l'auraient négligé pendant des années, le forçant à survivre seul. Il se serait réfugié dans des lectures sombres et des récits de tueurs en série, intégrés dans son programme d'école à la maison. Son immaturité, sa fragilité psychologique et la pression sociale auraient toutes contribué à l'issue dramatique. Au fil du procès, une chose est devenue évidente. Le déséquilibre familial au cœur de cette histoire avait joué un rôle central dans la tragédie. Le juge a finalement prononcé une peine qui cherchait un équilibre entre l'atrocité de l'acte et l'âge de l'accusé au moment où tout a basculé. Numéro 13. Konrad Schaefer. Konrad Schaefer a découvert le prix de ses actes lorsqu'il a été condamné à la prison à perpétuité à l'âge de 18 ans. Il était impliqué dans une série de crimes commis en 2013 qui ont coûté la vie à 2 innocents. Tout a commencé lorsque Schaefer a abattu David Guerrero, un homme qui marchait tranquillement pour prendre son bus et aller travailler. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, accompagné de 3 amis, il a participé à une intrusion dans un domicile. Et cette nuit-là, il a pris la vie d'une seconde personne. Konrad a plaidé coupable, ouvrant ainsi la voie à sa condamnation. Il risquait jusqu'à 40 ans de prison, mais le juge a été encore plus sévère. 2 peines de prison à vie consécutives. Dans le tribunal, il a prononcé une excuse maladroite devant les proches des victimes, en larmes. Il a admis la gravité de ses actes, mais pour les familles, c'était loin d'être suffisant. Rien ne pouvait combler le vide laissé. La tante d'une des victimes a exprimé sa peine et son espoir que Konrad puisse un jour vraiment comprendre ce qu'il avait causé. Le procureur Jeff Ashton a repris cette idée, insistant sur la nécessité de garder Schaefer derrière les barreaux pour protéger la société. Quand la sentence est tombée, Schaefer a baissé la tête, visiblement sonné par la lourdeur de sa peine. L'enquête révélera qu'il avait convaincu son père de lui acheter un fusil et des munitions. Sa mère, quant à elle, a raconté au tribunal que Konrad avait souffert d'une leucémie pendant l'enfance, une maladie qui, selon elle, l'avait rendu plus colérique et instable avec les années. Le père, impliqué malgré lui, a lui aussi été condamné à de la prison et à une période de probation. Mais c'est bien Konrad Schaefer qui, au final, a payé le prix fort. Numéro 14. Shenita Cunningham. Shenita Cunningham et sa complice Erica Boots ont été lourdement punis pour un crime inimaginable. La mort d'une fillette, Serenity Richardson. Elles ont toutes deux été condamnées à la prison à vie, un verdict qui ne laissait aucun doute sur la gravité de leurs actes. Et au fil du procès, l'horreur des détails entourant l'histoire de Serenity a figé la salle d'audience dans un silence glacial. Cunningham avait infligé à la petite des actes de violence indescriptibles. L'avocate générale adjointe, Elizabeth Gordon, pourtant rompue aux affaires les plus dures, n'a pas trouvé les mots. On a découvert que ces sévices s'étaient étalés sur une période de 2 semaines. Le prétexte donné par les coupables? Un simple accident aux toilettes de Serenity. Mais l'ampleur des blessures montrait clairement que les 2 femmes savaient très bien jusqu'où elles allaient. Au moment du verdict, elles ont commencé à hyperventiler et se sont effondrées sur le sol. Leurs proches criaient de douleur, en larmes. Il a fallu escorter les 2 accusés hors du tribunal. Elizabeth Gordon, malgré toutes les horreurs qu'elle avait déjà vues, a déclaré que c'était, selon elle, la pire affaire à laquelle elle ait jamais été confrontée. La condamnation à la réclusion à perpétuité a envoyé un message clair. Des crimes aussi cruels ne resteront jamais impunis. Numéro 15. Dylan Shoemaker. Dylan Shoemaker, 16 ans au moment des faits, s'est vu confier une lourde responsabilité. Garder les 2 jeunes enfants de sa petite amie pendant qu'elle travaillait de nuit dans un restaurant du coin. Mais ce qui aurait dû être une soirée tranquille a viré au cauchemar. Dylan a tué Austin, le plus jeune, qui allait bientôt fêter son 2e anniversaire. Il a été arrêté, puis jugé. Le procès a révélé un mélange d'émotions complexes, entre douleur, regret et incompréhension. Accusé d'homicide au second degré, Dylan a réagi par des pleurs incessants, balançant ses jambes, les yeux dans le vide. Il répétait qu'il aimait Austin, qu'il n'avait jamais voulu lui faire de mal. Mais pour le juge M. William Bowler, ces larmes étaient une stratégie.
Il l'a qualifié de manipulateur et de menteur, déterminé à échapper à la justice. Et le verdict a été sans appel. 25 ans à perpétuité. Mais la justice prend parfois des détours imprévus. En février de l'année 2016, la Cour d'appel a réduit sa peine. 18 ans à perpétuité. Une décision impopulaire, mais qui laisse entrevoir une éventuelle remise en liberté. Même s'il sort un jour, les autorités ont déjà indiqué qu'elles garderaient un œil constant sur lui. Aujourd'hui âgé de 26 ans, Dylan Shoemaker est incarcéré depuis 9 ans à la prison de haute sécurité de Clinton, dans l'État de New York. C'est entre ces murs qu'il mesure le poids de ses actes et les conséquences irréversibles qu'ils ont laissées derrière lui. Alors, que pensez-vous de ces adolescents, de leurs crimes et des peines qu'ils ont reçues? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies. À très bientôt.